Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Concorde, c'est une prouesse technique, à juste titre un objet de fierté pour de nombreux Français, un défi à l'Amérique, et à cet égard, il convient d'en parler avec enthousiasme ou de se taire sous peine d'être pris à partie. Ainsi en est-il des symboles. Mais Concorde, c'est aussi plus prosaïquement un produit industriel qui n'a pas été conçu et fabriqué seulement pour nous faire rêver. Comme tout produit industriel, il est à la recherche de clients et faute de clients, en poursuivre la fabrication peut devenir fort coûteux. Jusqu'au moment où l'on peut se demander si les sommes ainsi engouffrées ne pourraient être consacrées plus utilement à autre chose. C'est très exactement la question que, depuis quelque temps, se posent les Britanniques. Les Britanniques qui construisent avec nous le supersonique. Arrêter ou non la fabrication du Concorde, c'est de cela dont cet après-midi ont débattu M. Caillavet, secrétaire d'État français au transport, et son homologue britannique, M. Kaufman, assisté lui-même d'un autre membre du gouvernement britannique, M. Davies. De construire plus de Concorde. Non, et d'ailleurs la décision ne s'imposait pas aujourd'hui. Par contre, nous avons décidé, et ceci à mes yeux est capital, de maintenir, quelles que soient les circonstances, l'outil de production du Concorde, de telle sorte que, quelles que soient les difficultés de l'heure que nous connaissons sur le plan commercial, nous puissions redémarrer la chaîne à une vitesse plus importante dès lors que les commandes abonderont comme nous l'espérons. Cela, c'est la phrase pour rassurer les travailleurs. Mais est-ce qu'il y a quand même un avenir pour Concorde? Est-ce que dans 2 mois, vous n'allez pas ressortir d'une réunion en disant « Eh bien, nous continuerons à nous revoir ». Vous savez, nous ne faisons pas de phrases pour rassurer. Nous prenons nos responsabilités et ce que nous avons dit nous engage comme cela engage nos gouvernements. Et lorsque nous disons que nous voulons maintenir l'outil de production, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une phrase rassurante, c'est pour moi un engagement. S'il n'y a aucune décision réelle de prise aujourd'hui, est-ce parce que la situation du gouvernement britannique est chancelante? Nous jugeons des problèmes en fonction surtout du Concorde. Il n'était pas indispensable de prendre une décision aujourd'hui et dès lors, comme nous devons nous rencontrer plus fréquemment, comme nous rencontrerons prochainement, nous serons toujours à même de prendre une décision si elle s'impose, dès lors qu'elle s'imposera. Nous pouvons nous rencontrer pratiquement n'importe quel jour. Cette décision pourra-t-elle être unilatérale? C'est-à-dire la France peut-elle faire le Concorde toute seule? Non, ceci est exclu, je le dis bien franchement. Depuis 14 ans, le Concorde a fait en coopération. Il est exclu que l'une ou l'autre des parties prenantes puisse le faire seule. Donc pas de décision irréversible et on comprend l'hésitation des gouvernements de chaque côté de la Manche. C'est qu'arrêter la fabrication de Concorde entraînerait de grosses difficultés, en particulier dans le domaine de l'emploi. Pour construire un avion aussi compliqué et aussi révolutionnaire que le Concorde, il faut actuellement, une fois les 10 années d'études terminées, environ 30 mois. Donc toute décision ou toute absence de décision prise aujourd'hui engage l'avenir après 1978. Pour l'instant, dans ce hall de montage à Toulouse et dans le même à Bristol en Angleterre, les Concorde, commencés en 73 et 74, reçoivent leurs derniers boulons et les derniers coups de pinceau. Il y en a 16, 8 en France, 8 en Angleterre, semblables à peu de choses près. Pour assembler ces 16 avions, 15 000 personnes travaillent sans arrêt, que ce soit chez les constructeurs de moteurs, Rolls-Royce et Snecma, ou chez les avionneurs, la BAC anglaise et l'aérospatiale française, ou encore chez les sous-traitants. Mais déjà, aujourd'hui, l'acier, l'aluminium, les fibres de carbone, bref, toutes les matières premières nécessaires pour les 6 avions suivants, les numéros 17 à 22, sont commandées. Il y en a pour 70 millions de francs qu'il était difficile d'abandonner. Mais ces dépenses ne font pas travailler directement l'industrie aérospatiale, sont des dépenses normales d'approvisionnement. Les véritables constructeurs de Concorde, ce sont ceux qui usinent les pièces, qui les essayent, qui les vérifient, qui les assemblent. Ce sont eux qui seront les premières victimes de l'arrêt du programme et qui auront donc de la difficulté à se reclasser ailleurs, sauf si l'industrie française est complètement réorganisée. Dassault et les firmes privées, aussi bien que l'aérospatiale et les entreprises publiques. Et dans ce domaine, vous l'avez entendu, les dépenses sont telles qu'un pays ne peut pas se permettre de fabriquer tout seul un avion comme le Concorde. Donc, un arrêt des Anglais, comme un arrêt des Français, aurait condamné l'avion à rester un loup solitaire dans les cieux supersoniques. Tant mieux, auraient dit les uns, nous avons assez dépensé d'argent comme cela. Hélas, auraient dit les autres, le renom, le prestige et l'emploi vont être très touchés. Mais quand même, il est dommage d'offrir ce spectacle de valse hésitation sur l'avenir de la construction du Concorde
au moment où se livre la plus difficile des batailles, celle de l'atterrissage de ce même Concorde aux États-Unis, sur les lignes de l'Atlantique Nord, les seules lignes rentables, les seules lignes qui feront qu'un jour, le Concorde se vendra, peut-être. Jacques Chirac a parlé ce soir devant des chefs d'entreprise réunis à la Chambre de commerce de Paris. L'occasion était toute trouvée pour le Premier ministre de confirmer que la reprise économique s'affirmait, la production industrielle est en net progrès. Il a pu également faire état d'un léger ralentissement de la hausse des prix, 0,7% en janvier. Mais le Premier ministre a voulu également, devant cet auditoire de chefs de petites et moyennes entreprises, rassurer en particulier les patrons sur leur autorité. Et puis aussi rassurer les Français sur les problèmes de l'emploi et sur le chômage. En outre, au prochain Conseil des ministres, le gouvernement adoptera un ensemble de mesures destinées à favoriser l'emploi. Leur objet sera notamment de mettre des moyens nouveaux d'intervention au service de cette ambition. Ce sera la définition d'un nouveau type de contrat d'emploi-formation, la prolongation jusqu'à la fin de l'année du régime des primes à la création d'emplois dans l'artisanat, la possibilité enfin accrue pour les entreprises de passer des contrats de travail à durée déterminée. Et j'insiste sur ce dernier point qui permettra, dans notre esprit, aux chefs d'entreprise qui auront recours aux contrats de travail à durée limitée, de savoir exactement où ils vont et à quoi ils s'engagent lorsqu'ils recruteront de nouveaux salariés pour répondre à une demande nouvelle. Car j'ai parfaitement conscience des réserves et des réticences qui sont actuellement celles des responsables des entreprises devant les possibilités d'embauche, alors que pendant des mois et des mois, ils n'ont pas eu la possibilité de licencier les travailleurs qui étaient malheureusement, compte tenu de la situation de la conjoncture économique, en trop dans leurs entreprises, ce qui a créé une situation de blocage et ce qui a justifié les comptes et les difficiles des entreprises en 1975. Je voudrais... Alors que l'ancienne Indochine entre peu à peu dans l'ordre communiste, un pays voisin pourrait à son tour rompre ses liens avec l'Occident. Il s'agit de la Thaïlande, où des élections législatives vont se dérouler dimanche. L'Assemblée nationale actuelle aura vécu 15 mois. Bien sûr, des charters continuent de déverser chaque jour à Bangkok des milliers de touristes occidentaux avides de sensations exotiques de tout genre. Mais derrière ce décor, l'évolution du régime semble s'accélérer avec le départ progressif des forces américaines encore stationnées dans ce pays. Ainsi, 6 des 7 grandes bases aériennes que les États-Unis possédaient en Thaïlande ont été abandonnées. Il en reste une seule, Utapao, située à proximité de Bangkok et encore en service pour quelques jours seulement. Les manifestations anti-américaines organisées par les étudiants et les partis de gauche étaient presque quotidiennes à Bangkok depuis 1973. Des manifestations parfois très violentes où s'opposaient les anti-américains et les pro-américains. La dernière en date, la semaine dernière, a fait 3 morts et 80 blessés. Le traité signé entre la Thaïlande et les États-Unis en 1950 prenait fin le 20 mars de cette année et les deux gouvernements n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur son renouvellement. Les Thaïlandais souhaitaient le maintien d'un millier de conseillers et de techniciens, mais voulaient un contrôle sur les bases et refusaient aux GIs un statut diplomatique. Washington décidait alors la fermeture pure et simple de toutes les installations américaines, notamment les centres d'écoute qui permettaient de surveiller le territoire chinois. Pour les Américains, la Thaïlande a servi pendant toute la durée de la guerre du Vietnam de centre de repos et surtout d'aérodromes. Ces aérodromes d'où partaient les B-52 qui allaient bombarder le Nord-Vietnam. Au plus fort de la guerre du Vietnam étaient installés ici 40 000 aviateurs disposant de 750 avions. Depuis la fin des guerres du Vietnam et du Cambodge, le souci des dirigeants thaïs est d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins et notamment la Chine. Il y a quelques mois, un accueil chaleureux a été réservé à une délégation chinoise venue installer une ambassade. Mais à la suite du départ des Américains, près de 100 000 personnes vont se retrouver au chômage. Les employés de ces bases et les petits commerçants, eux ne sont pas contents, ainsi que les militaires qui ont à faire face à une guérilla larvée dans le nord du pays. Dans le nord du pays, en effet, sont installés des maquis pro-communistes. Ces guerrilleros seraient au nombre de 10 000 et lancent des attaques de plus en plus fréquentes contre les troupes gouvernementales. Les militaires craignent qu'ils ne reçoivent une aide accrue des pays voisins, notamment le Vietnam, et que la Thaïlande ne devienne rapidement un nouveau Vietnam.
les frontaliers n'avaient pas besoin de cela. Déjà en proie à nombre de difficultés propres à leur situation géographique, voici que pour un grand nombre d'entre eux s'ajoute depuis hier matin, et plus particulièrement ce matin, jour de la reprise du travail, le problème de l'heure. Vous passez la frontière suisse, par exemple, et vous devez reculer votre montre d'une heure si vous venez de France, ou l'avancer d'une heure si vous venez de Suisse. Ce n'est pas un drame, certes, mais ça montre combien nous sommes encore loin d'une harmonie entre des pays que tout devrait unir, et cela pour les plus petites choses de la vie quotidienne. La communauté européenne prépare bien quelques projets dans le cadre de la politique régionale pour rendre moins absurde la situation des frontaliers, mais vous allez vous en rendre compte, il y a encore beaucoup à faire. Une frontière, cela peut paraître un obstacle dévalué. Des quantités de gens vivent d'un côté et travaillent de l'autre. Il y a même des paysans qui sèment leur blé sur 2 pays à la fois. Alors des Espagnols travaillant à Perpignan, des Français à Genève, en Allemagne ou en Belgique, il y en a des milliers. Taux de change, fiscalité, emploi, cela suscite bien sûr des problèmes. Mais après tout, on ne peut pas reprocher à une frontière d'être trop perméable. La frontière humaine, ce n'est pas la frontière théorique. Ici, en ce moment, nous sommes en France encore. Oh, exactement, en Et où France. commence la Belgique alors? Alors, le bâtiment que vous avez sur votre droite, la clave Vespasienne, se trouve en Belgique. La voiture grise, marron, qui se trouve arrêtée, est stationnée en Belgique. Les autres voitures de l'autre côté sont en France. En revanche, c'est pour les équipements que la frontière redevient un couperet. C'est moins visible, mais peut-être plus grave à long terme. Il n'a pas moyen de passer d'une frontière à l'autre. Hein. Il y a un passage, il y a vraiment une barrière entre deux. Vous arrivez à la frontière, vous descendez d'autobus, vous voulez aller plus loin, uniquement la Croix-Rouge, ça va un quart d'heure à passer. Alors, Remontez-le, pas moyen. Il y a pas de... pratiquement, il faut y aller en voiture, autrement on ne peut Ah pas... oui, sauf en train, tout le coin, mais une fois tous les combien, il n'y a presque pas de train. Et c'est uniquement ici ou alors c'est comme ça Oh, c'est général partout. dans toute la zone frontalière? Dans toute la zone frontalière. Il y a une séparation vraiment, et nous sommes tous bâtards. Ah, à moitié flamand, à moitié français. Eh bien, il n'y a pas de communication, on parle de l'Europe. Unification, et on met des barrières qui ne servent plus à rien. Mais par exemple, ici, les autobus municipaux, est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre la décision de s'arranger directement avec les autobus municipaux de l'autre côté? Ça vient de plus haut, ça vient d'en haut lieu, ça, c'est le haut lieu qui doit décider. En haut lieu, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il est question de région frontalière, on pourrait penser que c'est l'autorité régionale qui est bien placée. Oui, il y a de nombreux problèmes. Il y en a quelques-uns qui sont cocasses, d'ailleurs, qui sont tout à fait inadmissibles pour la population. La frontière, on voudrait l'arrêter au couperet. Or, on n'arrête pas la vie quotidienne, et on n'arrête pas les liaisons entre les habitants d'un côté et de l'autre de la frontière. Eh bien, nous avons justement essayé lorsque nous avons installé la région. Nous avions souhaité à l'époque qu'une commission de la région du Nord-Pas-de-Calais puisse se préoccuper des problèmes frontaliers. M. Messmer, alors Premier ministre, nous a presque interpellés et nous a précisé que ces problèmes-là relevaient tout naturellement du ministère des Affaires étrangères, devaient être traités au Quai d'Orsay et devaient être traités à Bruxelles. Or, pratiquement, pour régler des problèmes de la vie quotidienne, remonter par Bruxelles et remonter par Paris, c'est la meilleure façon de les enterrer. Voilà toute la question. Alors la région étant sur ce point incompétente, la plupart des problèmes frontaliers jusqu'aux plus petits remontent à Paris. Pour s'occuper de tout cela au Quai d'Orsay, il y a plus de 40 commissions internationales et le vrai problème est là, déplacer un peu de leur pouvoir vers les collectivités locales. Il est assez difficile de leur laisser cette décision parce que les communes en France, pas plus d'ailleurs qu'à l'étranger, n'ont de compétences internationales et la plupart des investissements mettent en jeu également des crédits d'État. Harmoniser des choses aussi simples qu'une ligne d'autobus ou l'utilisation d'un hôpital, est-ce que la commune ne pourra pas décider tout simplement? Je pense qu'elle devra décider et le nouveau programme de politique régionale donnera aux élus beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en avaient. Je pense effectivement que pour toute une série d'affaires comme celle que vous venez d'évoquer, on peut donner aux collectivités locales certains pouvoirs, mais dans le cadre toujours de la tutelle, puisque les collectivités locales sont soumises à la tutelle. Ainsi, la tutelle devrait bientôt s'adoucir et les décisions se prendre plus près de la frontière, plus près du problème, donc plus vite. Et il importe parfois d'aller vite. Ici, à Menin, côté belge, il y a un magnifique hôpital. Mais les Français d'Halluin, qui habitent en face, doivent aller se faire soigner à Lille, 30 km.
Et tant d'autres exemples dans les transports, les télécommunications, la culture, qui font de la réforme projetée une urgence. Le boxeur Max Cohen a reçu une volée de bois vert. Ce n'est pas au cours du championnat du monde des poids moyens, championnat raté hier soir, c'est dans la presse de ce jour. Ce titre de France Soir est éloquent à cet égard. La désertion, pour nos confrères, c'est l'abandon du champion français au 4e round. Devant un Rodrigo Valdés redoutable, un championnat du monde n'est pas un match de kermesse, Max Cohen a préféré rompre de lui-même. Voici d'ailleurs la scène qui a tant indigné les spectateurs. Le championnat, vous voyez, c'est terminé. Je suis pas un garçon à renoncer facilement au match, mais si je renonçais, bon, j'ai compris, il était plus fort que moi, puis c'est tout. Pourtant, vous n'êtes allé qu'une seule fois au tapis, au 3e round, et dans ce 4e round, vous n'êtes pas tombé. Non, je ne suis pas tombé, mais franchement, j'ai pris des coups qui m'ont fait mal. Parce que Valdés frappe très fort. C'est le plus grand frappeur que j'ai rencontré jusqu'à présent. Max, c'est dire que, comme disent certains, que vous étiez indigne de rencontrer Valdés pour le titre de champion du monde qui était beaucoup trop fort pour vous. Il faudrait savoir si c'est indigne de perdre devant un champion du monde ou si c'est digne de rencontrer un champion du monde et de le battre. C'est ça qu'il faudrait voir. Alors, quand on perd, c'est indigne, mais quand on gagne, c'est bon, il faudrait savoir. Non, dire qu'il y avait trop de différence entre Valdés et vous. Il n'y avait pas de différence. J'ai fait 4 rounds à jeu égal. Bon, il m'a piqué au 4e, mais il n'y a pas de problème. Je suis franc, je l'avoue. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'aviez pas boxé depuis 2 ans, ça a joué? Non, vous l'avez bien vu, j'étais frais au 4e round. Vous n'avez pas l'impression que quand on dispute un championnat du monde, on doit aller au bout de ses forces, au bout de ce qu'on peut faire? Ça dépend de ce que vous appelez au bout de ses forces. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il faut se battre jusqu'à la mort, il faut savoir s'arrêter à temps. Vous dites vous-même que vous étiez frais. Oui, mais j'ai été touché. Est-ce que la carrière de Max Cohen s'est arrêtée hier soir? Je ne crois pas. Parce que, pour moi, personnellement, c'est pas une défaite. Parce que perdre devant un champion du monde, c'est pas une défaite. Pourtant, hier soir, vous avez déçu vos supporters, vous avez déçu tout le monde, et on peut même dire que la boxe en a pris un petit coup. Ah oui, c'est marrant, mais à chaque fois qu'un Français perd pour un titre de champion du monde, on dit que le public est déçu et qu'il en prend un coup. Il faudrait savoir si les gens viennent uniquement pour nous voir gagner ou pour voir un combat neutre et à égalité. Il ne faut pas oublier quand même que l'adversaire est aussi fort et même des fois plus fort. Vous ne regrettez rien? Personnellement, non. Ce que je regrette, c'est de ne pas être champion du monde. Voilà, il a reçu quand même quelques coups, comme vous avez pu vous en rendre compte. Le temps de printemps encore aujourd'hui, mais les nuages sont devenus plus abondants sur le nord de la France. Vous voyez, il a fait 20-21 degrés dans le sud-ouest et 18 degrés sur la côte. Il a fait très beau en somme. Malgré la présence de haute pression, la bordure des zones pluvieuses touchera passagèrement la moitié nord du pays demain. Le beau temps assez chaud persistera sur toute la moitié sud. Les nuages seront par contre nombreux sur le nord de la France, où il pleuvra un peu par moment. L'après-midi, toutefois, des éclaircies reviendront en toute région. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce soir, dernière édition de notre journal à 22h45 avec Gérard Holst. Demain matin à 10h, Paul Lefebvre vous présentera un journal complet. En attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain.